Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Allô Fred? Salut Véro, comment ça va? Ça va toi? Comment ça va? Ça va bien, merci de m'accueillir. Ben merci à toi de prendre du temps. Écoute, je pars le balado avec une petite question en 3 temps. Oui, je te vois déjà te... OK, on se met en position. On est prêt à recevoir la question. Fait que je te pose une question en 3 temps, puis tu me dis dans quoi tu te retrouves le plus. Est-ce que tu es plus un passionné d'optimisation? Est-ce que tu es plus un passionné de gestion de changement ou tu es plus un passionné de mettre l'humain au cœur de ce que tu fais? Je suis passionné par tout ça, mais ils sont tous interreliés. Mm-hmm. Donc, pour optimiser, il faut être passionné par les gens qu'on va rencontrer parce que c'est eux qui vont vivre le changement, c'est eux qui vont être les sponsors, porteurs de changement. Puis c'est eux qui vont avoir les réponses, puis le pourquoi on fait de l'optimisation, pourquoi on choisit ce projet-là en premier. Mais c'est les humains qui l'utilisent, l'outil interne ou le produit. Fait que les clients aussi sont importants là-dedans. C'est pour eux qu'on fait ça. Exact. Client interne, client externe, décideur, de la personne qui est opérateur jusqu'au président, jusqu'aux utilisateurs. Là. Fait que mettre l'humain au cœur de tout ça, absolument. C'est super important. De toute façon, il est au cœur de tout ça à la base, même si tu veux pas qu'il soit là. Exact. On veut qu'il soit là. Au final, c'est toujours l'humain qui fait la décision finale. Ouais. Soit de mettre le cœur au travail ou de faire le minimum, d'acheter ou de ne pas acheter ton produit. Ouais. Fait que c'est toujours lui qu'il faut motiver, qu'il faut écouter. Donc, optimisation. Puis, tu as dit le deuxième volet, c'était? J'ai dit gestion de changement. Gestion de changement. Mais justement, 70% du changement au Québec n'est pas une réussite à cause qu'on gère mal le changement. 70%? Oui. C'est les statistiques qui font peur. Hein? C'est majeur. Ouais. OK. Fait que là, on te présente. Donc, Frédéric Charles Boisvert de Texion. Comment tu te présentes, toi, quand tu as l'opportunité de le faire ou quand tu as un petit pitch de vente à faire? Le fameux elevator pitch. Yes. Je me présente souvent. Je me présente souvent, juste pour faire la parenthèse, je suis souvent dans des réseautages, puis justement, l'humain. Oui. Tu sais, de juste être derrière un écran, envoyer des courriels. Premièrement, personne ne lit les courriels. Fait que au téléphone le plus souvent possible, mais en personne à chaque fois que je peux. Oui. Puis justement, un peu, j'aime ça faire un peu genre un retour en arrière, là, vraiment rapide. Moi, je viens d'une famille manufacturière. Ouais. Mon grand-père, c'est mon premier mentor. Il a travaillé chez Bombardier 35 ans. Wow. Fait qu'il m'a tout appris à faire soudure, perçage, etc., comprendre les machines. Ouais. Puis après ça, mon père, lui, est repreneur manufacturier. Fait que il faut optimiser des compagnies qui sont prêtes à être reprises souvent. Parce qu'il faut les amener en 2024. Même en 80 quand il a commencé. Donc, exactement, au goût du jour et plus loin encore. Ouais. Fait que moi, mon premier CA, c'est la table à manger au déjeuner. Fait que j'aime ça dire ça. Puis ensuite, moi, j'ai toujours fait de l'optimisation manufacturière de mon inception, mais aussi dans ma carrière. Ouais. Puis il manquait tout le temps l'humain. Mm-hmm. Écoute proactive, puis intelligence collective. Fait que toi, ça, c'est tous des éléments que tu t'es dit, je vais rassembler ça, puis on va créer Texion. C'est quoi la mission de Texion? Dans le fond, Texion vient d'impartition technique. Donc, à la toute base, notre vision, c'est d'être la meilleure ressource de prêt de main-d'œuvre technique, ingénierie, manufacturière. Mais la vision, ça, c'est la vision, mais la mission, c'est vraiment, encore une fois, c'est d'humaniser l'ingénierie puis le milieu manufacturier. Mm-hmm. Les compagnies de services font un super bon travail, mais se concentrent vraiment sur le côté technique. Puis ensuite, ils le quittent. Mm-hmm. Puis la compagnie qui n'a pas nécessairement les ressources. Le changement. Là. Absolument. Ouais. Puis ils n'ont pas cette expertise-là. Disons, je fabrique des bâtons de hockey. Ouais. Je suis super bon en composite, je suis encore meilleur en bâton de hockey. Mais après ça, si je veux faire un nouveau modèle, il y a peut-être un petit pont qu'on veut combler. Puis justement, c'est là qu'on s'insère. C'est là que vous aidez dans les transitions. OK. Oui, on peut aider justement en remplacement avec une transition entre la personne qui est, mettons, un remplacement, le fun, ça serait congé de maternité. Ouais. On a comme un an qu'on a un trou, puis, tu sais, avec un marché qui est difficile pour l'embauche, c'est le fun d'aller chercher quelqu'un que tu sais qu'il sait déjà qu'il est temporaire, puis en plus, il trippe. Cette personne-là trippe à être d'une entreprise à l'autre, d'être tout le temps dans le challenge. Premièrement, ça se vend plus facilement. Puis vous pouvez aider pour ça? Absolument. Ça, c'est un de nos bread and butter, là, c'est remplacement à valeur ajoutée. Génial. Là, on va essayer de comprendre justement comment t'en es venu là. Tu nous as déjà parlé un petit peu de ton premier mentor qui était ton grand-père. Justement, quand tu étais petit, tu es quel genre de petit garçon? Puis comment a été ton premier contact avec le grand monde manufacturier?
Ben, comme je te dis, à cause que ça a tout le temps été dans la famille, tu sais, même à l'époque, mon grand-père, lui, a grandi en Italie, puis sa famille fabriquait des souliers. OK. Fait que moi, c'est dans mon sang, c'est dans toutes les conversations qu'on parle, c'est production, puis justement, la meilleure qualité de produit, ainsi de suite. Mais je te dirais juste d'être assis dans le garage, puis il y a une odeur associée à un garage. À chaque fois que je repense à ça, je repense à l'odeur du garage à mon grand-père. Oui, quand j'ouvre son coffre à outils. Oui. Puis il y a comme, en tout cas, il y a quelque chose... Le métal, je sais pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'être assis à côté de mon grand-père, être hyper actif, donc difficilement assis longtemps. Mais l'observer. Absolument. Puis se faire dire « touche pas ». Puis ça, quand tu veux comprendre comment les choses sont faites, c'est difficile de juste être en observation. Puis je pense que justement, un peu à l'inception de ma compagnie, qu'est-ce que j'ai fondé en 2021, c'est il faut être dans l'action. Il faut avoir les bottes en place pour vraiment aider. Oui, puis pour comprendre aussi. Fait que t'es petit, t'observes ton grand-père qui est manuel, là, on comprend. Puis qui a travaillé justement toute sa vie pour Bombardier. Ensuite de ça, ton père aussi qui est repreneur. C'était quoi vraiment l'entreprise de ton père? C'était manufacturier aussi, mais... Il y en a eu plusieurs, dans le fond. Donc, à la base, il a fait, comme j'ai fait, partie d'une firme de consultation, mais lui en vente, pour avoir travaillé chez Xerox. Puis ensuite, il a acheté une compagnie, il a été président d'une compagnie de tapis, Ozite, je pense. Donc, à Montréal, il a racheté la compagnie quand l'opportunité s'est présentée. Ensuite, il a fait la même chose avec Bureauspec, qui est une compagnie de mobilier de bureau. Puis ensuite, le Dermolab Pharma, avec plusieurs autres marques. Donc, même chose, une compagnie qui allait peut-être pas aussi bien qu'elle pourrait. Donc, lui, avec tout son background, s'est dit on prend ce challenge-là. Puis ça fait 18 ans, je pense que là, c'est comme sa plus longue carrière dans une entreprise. OK, c'est ça. Il les a pas cumulés. Tu sais, au fil du temps, à la fois. Il les a laissés aller. Puis après ça, là, il est rendu... il a eu 18 ans dans son même poste. Génial. Puis toi, est-ce que c'est déjà clair ce que tu veux faire dans ta tête quand tu es petit? En fait, moi, je voulais être ingénieur parce que je voulais comprendre, tu sais, je défaisais mes jouets. Les autres jouaient avec leurs jouets. Toi, tu les défaisais et tu les remontais. Je suis pas tout le temps capable de les remonter à l'époque. Là. Avec YouTube, puis en prenant une vidéo aujourd'hui, puis tu le remontes à l'inverse, ça va bien. Mais ouais, fait que j'ai appris à utiliser des bacs, là. Mais c'était vraiment ça. Mettons, justement, j'étais quand même très pointu. Fait que là, quand je faisais un Lego, je séparais toutes les pièces. Méthodique. Méthodique. OK. Mais un peu créatif en même temps. Fait que justement, je voulais créer des... En fait, mon rêve, c'était de créer des jouets pour les personnes qui n'avaient pas l'argent pour des jouets. Parce que justement, moi, j'ai toujours eu des belles opportunités dans la vie. Je suis très chanceux. Je suis chanceux d'avoir le père que j'ai, la famille qui me supporte, etc. Tu sais, j'ai un gros filet, moi, derrière moi. Fait que je pense que cette opportunité-là, puis toutes les autres que j'ai dans ma vie viennent de la chance d'être dans cette famille-là. Puis, fait que là, tu pensais déjà, le petit bonhomme, tu penses déjà à l'humain. On s'en est parlé d'emblée. Tu inclus l'humain dans tout ça. Fait que c'est pas juste de fabriquer des jouets. C'est fabriquer des jouets pour ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir. Oui, avoir une vocation sociale, communautaire aussi, c'est important. Mais ça, c'est on pourrait dire un autre mentor. C'est ma mère. Ma mère, elle rentre quelque part, tout le monde est sa meilleure amie, son meilleur ami. Là. C'est évident, puis c'est rapide. Fait que, elle met les gens vraiment à l'aise. Mon père est plus froid, plus business. Justement, il a étudié au HEC, donc c'est plus les chiffres. Puis justement, fait que j'ai vraiment eu plein de monde qui ont été super importants. Tu as les deux côtés du mini-wheat. Le côté sweet puis le côté croquant. Absolument. Puis là, après ça, tu te diriges comment dans tes études? Tu as un parcours scolaire, je veux dire, normal, là, primaire, secondaire, école du quartier. Dans le fond, je marchais pour aller au primaire. Merveilleux. Je me suis fait plein d'amis dans le quartier, tout le temps en vélo, encore une fois hyper actif, donc tout le temps en train de faire quelque chose. Si c'est pas défaire des jouets ou des radios. Puis ça faisait pas le bonheur de mes parents, tout ce que je défaisais. J'imagine. Est-ce que tu demandais toujours la permission avant de défaire quelque chose? Je pense que pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais d'une façon où est-ce que je respectais toujours les limites. T'as jamais défait le four avant un souper de famille, mettons? Ben écoute, j'ai déjà fait de l'escalade dans la rampe pour monter au 2e étage. J'ai accroché la carafe qui avait été donnée au mariage de mes parents. Fait que ça, c'est comme peut-être là que j'ai dépassé les limites. Mais sinon, j'aime ça jouer avec justement qu'est-ce qui est connu. Tu sais, pas les lois, mais un peu. Tu sais, on a toujours fait ça comme ça. Parfait. On ne ferait pas différemment maintenant. OK. Ça fait 15 ans qu'on fait ça de même, mais on n'est pas content des résultats. Juste les fous qui ne changent pas d'idée. Changer les perspectives aussi, peut-être. Regarder les choses sous un angle différent. Fait que là, tu diriges cégep. Est-ce que tu as déjà l'idée que tu veux être ingénieur? Fait que tu fais tes sciences pour en arriver là? Ou? Je suis inscrit en sciences pures au collège, je pense
Maisonneuve, peut-être. Okay, ouais. Je suis inscrit, puis là, il y a comme des kiosques de cégep qui viennent à notre secondaire. Ouais. Puis là, le Vieux-Montréal offre une technique en génie mécanique. Ah! Jamais entendu parler de ça, une technique, vraiment. Je sais pas, tu sais, dans ma famille, c'est l'université ou rien, fait qu'on passe pas par la technique. Ouais. Là, j'étais comme, OK, je me vois là-dedans, tu sais. Je veux comprendre comment les choses sont faites, puis j'apprends. Là, je veux le faire tout de suite. Exact, fait que je me suis inscrit. Puis là, ben, pour te donner mon âge, le printemps érable arrive. Donc, je me re-swing, comme on pourrait dire en bon québécois, à Dawson. Uh-huh. Puis là, j'ai perfectionné mon anglais. Puis justement, première expérience vraiment de sortir de sa zone de confort, là. J'arrive au cégep, je parle anglais, là, mais pas eu de conversation vraiment. Fait que là, t'as pas le choix. Pas le choix. Tes amis, si tu t'en veux, sont anglophones. Ouais. Si tu veux une copine. Puis là, c'est devenu mon but, dans le fond. J'ai dit, je vais avoir une blonde qui parle anglais. Comme ça, je vais être anglophone. Exact. Par proxy. Fait que bien s'entourer, encore une fois, je pense que c'est comme un thème récurrent. Ouais. Fait que, ouais, Dawson, ça a été vraiment cool. Puis là, tu vois, le côté ingénieur était là. Mm-hmm. Puis le côté entrepreneur est apparu. J'étais déjà vendeur dans plein de boutiques, puis ça allait super bien. Puis là, j'ai croisé quelqu'un dans un stationnement. J'ai vu qu'il y avait un char vraiment cool. Puis moi, ma passion, c'est les autos. OK. Fait qu'il prend des photos, gros photoshoot. Là. Dans le stationnement. Dans le stationnement, là, tout croche. Toi, t'es témoin de ça. Je suis témoin de ça en train de marcher pour aller à une de mes jobs de vendeur dans dans le fond, au promenade Saint-Bruno. OK. J'étais un petit gars de la Rive-Sud. Puis là, je vois le char. Puis là, je regarde de plus proche, je m'approche, puis je commence à parler avec les gars qui sont là. Puis sa peinture est pas belle. OK. Mais l'auto est vraiment belle. J'ai dit direct. Ouais, mais d'une belle façon. Mais il est fier, là, parce qu'il est en train de prendre des photos. Il vient juste de l'acheter. Puis là, en prenant des photos, il réalise qu'il y a des coulisses de clear coat, puis il réalise qu'il y a des imperfections sur son auto. Oups. J'ai dit, écoute, mon grand-père m'avait quand même montré comment faire de la peinture puis tout ça. J'ai dit, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le vinyl wrapping. Ouais. Fait que c'est de mettre un autocollant par-dessus. Fait que j'ai dit, on va... Exact. Okay. On ponce tes défauts, on change la couleur de ton auto, puis là, ça m'a fait partir une compagnie de pièces automobiles. Ben voyons donc, de même. En marchant dans un stationnement. Ouais. OK, fait que t'as de la vision quand même, là. Ben, disons que je suis assez intelligent pour que ça fonctionne, mais assez stupide pour me mettre dans ma... Tu saisis les opportunités. Mais attends, là, tu parles de wrapping, puis là, tu te pars une entreprise de pièces automobiles. Ben là, je faisais du design à l'école, je faisais de la fabrication, j'apprenais à machiner. Ouais. Puis à l'usine de mon père, il y avait une machine shop. OK. Fait que là, fabriquer les pièces qui n'étaient pas sur le marché pour certains véhicules. On s'est concentré sur les suspensions à l'air. OK. Là, rapidement, des suspensions à l'air, ça va être sur des véhicules vraiment dispendieux pour le extra confort. Ouais. Mais sur une suspension, sur un véhicule, mettons, tu veux un Civic, mais tu veux l'asseoir au sol. OK. Fait que là, quand tu roules, normalement, t'es de la bonne hauteur. Uh-huh. Puis quand tu arrives dans le stationnement puis tu veux faire le show, le spectacle, tu la descends jusqu'au sol puis tu couches le frame. Ah, OK. Fait que ça, c'est une opportunité. Il y avait plein de pièces qui n'existaient pas pour ces véhicules-là. Fait que là, j'ai commencé à les dessiner, à les fabriquer puis à les commander. J'allais les chercher au Vermont. Oh my God! Ouais. Mais là, t'as quel âge, là? Deuxième année de cégep. Pour aller on se rappelle, tu es en train de marcher pour aller au promenade Saint-Bruno. Fait que t'as toi-même pas d'auto. 18-19 ans. Là. Ah oui, j'ai ma première auto. Okay, je suis bien trop tripeux d'auto pour pas en avoir une. OK. Fait que, justement, elle était un peu modifiée. Puis je me suis dit, si c'est ma passion, je vais pas travailler en travaillant. Oui. Mais de réaliser quand même que... Il y a du travail derrière tout ça. Puis ça gâche un peu une passion. Ah oui? Ben, tu sais, mettons, pour ma part, là, c'était comme si... Parce que j'ai pris cet engagement-là en me disant, je vais avoir des deals sur des pièces. Je vais avoir les outils que je vais devoir acheter. Fait que je vais pouvoir modifier mon auto. Fait que pour toi, il y avait un bénéfice aussi en bout de ligne, mais... De vivre la passion. Finalement, pas le temps. Ça transforme un petit peu les affaires. Fait que finalement, c'est payant de faire pour les autres. Fait que tu le fais juste pour les autres. Oui. Mais c'est un beau succès, cette entreprise-là? Ça dure combien de temps? Ben là, ça dure jusqu'à... Bon, je dirais comme un 5 ans quand même. OK, quand même. Mais plus à temps partiel parce que c'est justement une passion que je veux pas brûler. Ouais. Mais ça m'a permis de commencer à travailler avec mon plus vieil employé, Yuri. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est vrai? Ouais. Puis vous avez commencé dans ton entreprise. Exact. Mais lui, il fallait quand même qu'il ait confiance d'aller travailler avec un jeune homme d'une vingtaine, début vingtaine. Les deux, on est à l'école. Les deux, on a d'autres jobs. Fait que soir de semaine, fin de semaine, on va dans des shows d'automobiles, etc. OK. Puis là, vous vendez vos trucs. Tu as une image de marque, puis tout ça, là. Boisvert Performance. Wow! Fait que je fais faire un logo par la Mais en fait, le logo Texion, ça a été fait par Louise. Donc,
Je la pluguerais, mais là, Louise Dimension FX Media, qui est la mère de mon ami d'enfance, Alexandre. Fait qu'elle a fait mon logo à l'époque. Puis depuis, ben, elle m'aide avec du graphisme. C'est donc bien cool. Puis là, ça meurt de sa belle mort, Boisvert? Ben, ça meurt justement du fait que c'est une passion, que finalement, j'aime moins les autos parce que je suis obligé de le faire. Ouais. Puis de me dire, j'ai vraiment aimé mon expérience, gestion des clients, gestion des fournisseurs, gestion de compte, c'était tout moi qui faisais, mais ensuite l'installation avec des amis, avoir des employés. Oui, c'est une belle première expérience. Est-ce que c'est un grand succès? Ben oui, dans ce que j'ai appris définitivement. Oui, pour remplir ton baluchon. Là, mais des employés, fait qu'il n'y a pas juste Yuri. 2. Il y a eu Vincent aussi. OK. Ouais. Puis des amis qui m'ont aidé avec les vidéos, la photo, le graphisme. Fait que ça t'a mis en contact avec l'entrepreneuriat, justement, de voir le 360 degrés de ce que ça prend pour gérer une entreprise. Oui. Puis ça t'a donné le goût de continuer, dans le fond. Oui, dans le fond, d'être inconfortable dans l'inconfort, c'est vraiment mon skill et Oui, c'est ça. C'est ma trap, là. C'est comme un attrape de toujours vouloir se mettre dans une situation où est-ce qu'on a à apprendre des choses parce qu'on pourrait s'asseoir puis en profiter. Ouais. Mais, j'ai une fiancée qui m'encourage beaucoup là-dedans, là. Fait que je continue à me mettre dans des situations qu'on apprend tous les jours. Bien, puis c'est là-dedans que toi, t'es bien, puis justement, tu vas chercher ce qu'il te faut comme apprentissage. Fait que toi, t'es une bébite à apprendre constamment, là. Tu peux pas juste être sur le pilote automatique. Absolument. Mais c'est ça, dans le fond, optimisation égale amélioration continue. Mm-hmm. Donc, Texion /moi / tous les employés, ben on s'améliore en continu. Ouais. On fait de la formation avec Bourrasque Innovation en design thinking. Fait qu'on veut empâtir le plus possible avec le besoin client interne, externe, puis itérativement amener des solutions rapides et efficaces. Donc, on ne veut pas partir... moi, je dis marcher avec le problème avant de courir avec. Fait qu'être sûr qu'on est bien aligné avec les priorités. Que vous comprenez bien ce qui se passe puis comment l'améliorer. Mais ça naît comment, Texion? Donc, parce c'est que ça. Là, est-ce que Boisvert Automobile ou... ça continue Boisvert... en même temps que je fais des contrats d'optimisation manufacturière. Mais tu commences tout seul. Optimisation manufacturière, je commence tout seul. Puis tu commences comment? T'sais, comment tu t'es prêt à dire je vais être consultant puis je vais aller proposer d'optimiser les procédés dans des entreprises? C'est quoi la première porte où tu cognes? En fait, les conversations que j'avais déjà avec mon père me donnaient certaines clés. Ouais. L'école, je posais des questions à tous les professeurs. J'étais collé sur les bolets. Je voulais vraiment tout comprendre. Toi, le bolet? Moi, non, j'étais pas le bolet. Je pense que justement, il y a plusieurs entrepreneurs qui le disent. Quand tu es un B-student, tu t'entoures des A-students. Ouais. Mais justement, les gens qui sont vraiment bons dans quelque chose, ils m'apportent cette expertise-là dans mon équipe, dans mes collaborateurs. Mais moi, je me dois pas. Parce que sinon, je me concentrerais trop sur un aspect de ma compagnie. Puis moi, encore une fois, je porte encore que ça s'en vient que j'ai beaucoup de travaux délégués, mais je porte quand même beaucoup de chapeaux, donc il faut que je sois bon dans tout. Puis l'expertise, si j'en ai besoin, on a une comptable qui est externalisée, mais qui est quand même intégrée dans les opérations, etc. Mais ça démarre. Ouais. Est-ce que c'est toi qui cognes à une porte ou c'est quelqu'un qui vient te chercher? Dans le fond, c'est un peu comme un cold call. Je dis à mon père, c'est qui tes amis manufacturiers que je pourrais appeler? Puis c'est, dans le fond, c'est comme un autre mentor, finalement, qui est arrivé là-dedans. Il m'a dit, je suis travailleur autonome, j'ai besoin d'une job en manufacturier. Il dit, ça se peut que je t'envoie en Chine, ça se peut que... Peu importe. Fait que finalement, je me suis concentré sur une nouvelle usine chez Techniseal. OK. Donc, Ils font quoi, eux? C'est des produits pour le traitement, puis, mettons, sable, compaction pour les blocs vibrés. Fait que quand tu vas à une entrée, là, en pavé uni. Pavé uni, ouais. Fait que eux, c'est comme traitement, nettoyant... Puis, ils ont comme justement cette expertise-là de sable polymérisé. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de le vibrer. Tu fais juste le mouiller. Tu l'étends. Tu l'étends, tu le remplis, tu passes le balai, tu le mouilles, puis c'est fait. Okay. Fait que j'ai travaillé sur les machines qui fabriquaient ce produit-là. Il y a bien des secrets professionnels, mais j'ai vraiment Qu'on ne révélera pas. Qu'on ne révélera pas. Oui. J'ai vraiment eu du fun à faire ça, beaucoup de confiance. Qu'est-ce que tu optimises à ce moment-là? Vraiment tous les processus des machines, de la chaîne de
Qu'est-ce que dans le fond, il y a comme une matière première qui est en poudre, qui est dans des silos, est amenée avec des chaînes, puis est redistribuée dans des machines de compaction. Ben là, tous ces processus-là, il y avait des petits trucs qui... Des petits glitches. C'était une nouvelle partie de l'usine. OK. Puis ben, j'ai refait tout ce qui était comme maintenance préventive, refroidissement de la machine, ajusté un peu avec la pression. C'est des machines designées dans les années 50 pour faire complètement autre chose. Fait qu'en tout cas... Que vous réutilisez. Qui avait été implanté, exact. Okay. Fait qu'il y a un beau projet qui m'a justement donné le goût de continuer là-dedans. Puis après ça, ben, fil en aiguille, soit en tant qu'employé d'une boîte ou travailleur autonome. Je travaillais sur des projets. Je fais de l'optimisation de produits aussi. Donc, comment mieux le fabriquer puis comment en faire un meilleur produit dans transport ferroviaire, automobile, transport en commun. Wow! Plein d'affaires. Mais j'ai une question spéciale pour toi. Je vais aller te chercher un petit accessoire. T'es plus jaune ou rose? On va prendre rose. Rose? OK. Donc, je te pose une question gonflée à bloc, puis tu me réponds gonflée à bloc si tu le veux bien. Dans tes premiers contrats de consultant, est-ce qu'il y a eu un moment où tu devais fake it till you make it? Je fais ça? Ouais! J'aime pas l'expression « fake it till you make it ». Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, de vendeurs, de jeunes dans l'industrie veulent « fake it till you make it », pensent que c'est une bonne idée. Mais tu vends un humain. Ouais. Fait que tu fais pas à semblant. Tu dis « ça, je suis pas sûr ouais. », mais tu donnes... Ça s'en est vite, hein? Tu donnes l'impression d'être en contrôle en allant chercher l'information. Elle est toute là. Oui. Il y a un réseau que tu dois te bâtir, mais... Fait qu'il faut juste être authentique puis transparent, finalement, de dire « je pense que c'est comme ça, mais je vais quand même aller valider certaines choses ». Fait que c'est pas fake it, c'est juste avouer que tu connais pas tout, finalement. Ben oui, parce qu'après ça, le monde ne peut rien te reprocher. Si tu dis « je suis un expert là-dedans », c'est la première fois que tu le fais. Oui. Chou. Ouais. Ah ben merci pour ta réponse, mais t'as bien raison. Fait que t'as jamais eu ce feeling-là de devoir prouver... Oui? Ben ça, c'est le syndrome d'imposteur. Ouais. Puis moi, j'ai fait de la psychothérapie. Puis la personne, on va dire psychologue, disait... genre le syndrome de l'imposteur, c'est que tu penses pas que la personne qui t'a embauché elle a une bonne vision ou elle a une bonne façon de voir la vie ou c'est pas un bon recruteur ou une bonne gestionnaire. Fait que si quelqu'un t'a donné cette opportunité-là... C'est parce qu'elle sait. Puis tu le mérites. Ouais. Fait que oui, clairement, elle t'a pas embauché avec 15 ans d'expérience. Elle sait que t'en as à apprendre. Ouais. Mais dans le fond, c'est juste de mettre les bouchées doubles. Mais tu réponds à son besoin du moment. Mais sinon, elle t'aurait pas embauché. Là. Ouais. Même dans un... Là, c'est sûr, en ce moment, il y a beaucoup moins de monde sur le marché du travail. Il y a 300 emplois non comblés au Québec. 300? 300 000, pardon. Oui, c'est ça. Je me disais, ça me semble pas beaucoup. Non. Puis, dans le fond, d'ici 2030, il y a des statistiques qui prouvent qu'il va y avoir 1,2 million d'emplois non comblés. Au Québec seulement, pas au Canada. Là. Puis là, tu parles pas juste de l'industrie manufacturière. Là. Non. Je parle pas juste de l'industrie manufacturière. Mais il y en a beaucoup. Le PIB québécois c'est beaucoup de la production, de l'exportation. Ouais. Puis, ben justement, c'est pour ça que ça remet tout le temps l'idée d'améliorer. Fait qu'il y a low-tech, no-tech qui n'est pas de technologie, low-tech, technologie base, puis high-tech, c'est de la high-fidelity, haute technologie. Ben ils sont tous importants, tu sais, dans une industrie où justement, en ce moment, il y a beaucoup de name-dropping de intelligence artificielle. Ça, tout le monde en parle. Bien, avant l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a optimisé le potentiel humain chez vous? Est-ce qu'on a le data acquisition? Est-ce qu'on récupère les performances de tes machines, de tes lignes de production, la performance financière aussi de tes produits? Tes vendeurs, tes vendeuses poussent un produit, mais dans le fond, il n'est pas payant, puis il ne répond pas à un besoin du marché. Fait qu'il faut regarder comment on travaille depuis. Puis toi, tu arrives là, puis tu te permets de donner ton opinion, justement, surtout autant l'optimisation de la démarche que du produit au final. Est-ce que tu te permets ça? Mettons qu'on me donne un mandat d'optimiser la production. Mais qu'au final, toi, tu te rends compte que c'est peut-être le produit qui devrait être optimisé. Ça fait partie de ton mandat, puis tu... Ben écoute, mettons, dans le conditionnement, un emballage qui fonctionne pas bien, puis en plus, il est pas beau. Ouais. Puis on aurait un upgrade qui fonctionnerait mieux, qui serait plus premium, c'est de l'amener au client.
Ouais. Mais c'est pas, encore une fois, le fake it till you make it ou peu importe, ben, tu pousses aucune idée sur le client parce que c'est son produit, c'est son usine, c'est son ci, c'est son ça. Puis toi, c'est des idées que tu amènes puis que tu fais germer un petit peu. Ouais. Puis quand tu entres, quand Texion arrive dans une entreprise, c'est quoi les étapes? Par où vous commencez pour, j'imagine, comprendre d'abord le processus, après ça, trouver des méthodes pour l'optimiser. Puis quand vous partez, l'industrie est rendue où? L'entreprise est rendue où? Bonne question. Dans le fond, on a comme une pyramide un peu de notre valeur ajoutée. Mm-hmm. Fait que ça commence avec du placement. On est une agence de placement intelligente, donc on veut matchmaker avec le client. Fait que ça part de moi qui fais mon travail de représentant des ventes. Je vais chez les clients potentiels, puis je regarde les opportunités qu'il y a, justement, que ce soit un remplacement, un projet à capitaux, donc un CAPEX, disons, on veut faire un agrandissement d'usine, mais on voit l'échéancier, on voit les valeurs de l'entreprise, puis etc., jusqu'à se dire, OK, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui va répondre à ce besoin-là, puis que je vais être capable de supporter en continu pour que Texion, au complet, pas juste l'employé, mais c'est la pointe du iceberg, puis tout le monde est derrière lui, bien, on soit capable de remplir ce mandat-là en trouvant d'autres valeurs autour. Puis ensuite, c'est vraiment quand on a les bottes de construction dans la place, que j'aime dire, puis les yeux de Texion à travers un participant ou plusieurs membres de notre équipe chez un client, que là, on arrive à... En fait, on utilise le design thinking aussi. Fait comme je disais, on empathie avec son besoin, on rencontre, on a des formulaires à remplir avec des conversations, comme on fait en ce moment, mais guidés avec... Du produit, puis de la production, puis qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui t'agace, comment est-ce que je peux t'aider toi directement, parce qu'au final, c'est... Il faut que les gens soient vulnérables aussi, s'avouer une certaine vulnérabilité, de dire justement, je fais appel à toi, je vais être transparent sur toute la ligne. Là. Ici, ça marche pas. Ici, on a de la misère. Fait que tu vois les entrepreneurs dans des positions pas toujours au top de leur forme, j'imagine? Bien, on a toujours quelque chose à améliorer. Même si on sent être au top de notre forme, ça ferait du bien un petit 3 % de plus de profitabilité, ça ferait du bien un 5 % de plus de rétention ou que les gens sont plus heureux au travail. Puis ça, c'est une autre statistique vraiment intéressante. On peut aller chercher jusqu'à 20 % de profitabilité et d'efficacité opérationnelle en investissant sur nos employés. Fait que quand je te parle d'investir sur l'humain puis de le mettre au centre là, du logo, au centre des opérations, au centre du thinking, Texion, ben c'est que justement, si les employés se sentent écoutés proactivement... Puis ils vont se sentir engagés, ils vont avoir envie de faire la différence. Il y a une roue finalement qui tourne. Puis c'est eux qui la font tourner. Ouais. Tout le monde s'en va parce que tu les traites pas bien, mais tu n'as plus d'entreprise. Fait que tu sois un entrepreneur, un président ou tout le monde dans la compagnie, tu es affecté par comment on te traite ou tu traites les autres. Oui. Là, on n'a pas parlé vraiment là, de comment tu as mis sur pied. On a parlé de comment toi, tu es arrivé dans une première entreprise, ton premier contrat, mais quand est-ce que ça devient une entreprise, Texion, puis comment ça grandit? Fait qu'il y a comme 4 ans, j'étais travailleur autonome. Je travaillais dans un de nos clients actuels, comme vraiment travailleur autonome. Puis là, je parle avec le directeur, puis je dis, écoute, il me semble que si je m'incorporais, je pourrais me décupler, puis vraiment amener cette approche-là là, que je me questionne depuis toutes ces années sur l'espace qu'il y a au Québec pour justement humaniser l'ingénierie, prendre le temps de prendre le temps. Il n'y a rien comme trouver une solution technique puis l'appliquer tout de suite. C'est comme le go-to de l'ingénierie puis des décideurs administratifs, mais c'est pas comme ça que ça marche. Faisons un top 10 de tes plus grandes priorités par rapport à ton retour sur investissement puis la valeur ajoutée pour tes employés, pour tes clients. Puis ensuite, on va les attaquer en continu puis on va le faire, tu sais. Justement, Antoine de Bourrasque Innovation, il dit j'ai rencontré des ingénieurs, ils étaient comme 3, ils ont mis 5 millions d'argent dans un projet, ils ont travaillé là-dessus pendant 3 ans, ils sont arrivés sur le marché, personne ne le voulait. Un bon produit, probablement, mais il répond à aucun besoin. Ouais, c'est ça. Fait que l'itérativité, le faire ça, mettons une phase 1, 2, 3, 2.2, ça dérisque le projet. Ouais. Puis ça te permet de dire hey, voici un prototype d'une solution aux pains qu'on a identifiés, aux douleurs des employés. Est-ce qu'ils aiment ce que ça sent, ils aiment ce que ça goûte? OK, bien là, on va travailler dessus, puis on va l'implanter, on va former les gens. Ouais. Puis comment tu as monté ton équipe à partir de ce moment-là, au moment où tu dis, bien, je vais m'incorporer, comme ça, on va être plusieurs mois j'ai appelé premièrement Yuri. Je suis en voyage en Allemagne pendant que je suis vraiment en train de set-upper mon entreprise. Là. Ça bouillonne dans ta tête. J'ai marché un marathon une journée.
juste pour vous dire. Il fallait que je pense, que je médite. Fait que je marchais 42 km dans le Bénin. Littéralement, du matin à la nuit. Puis là, j'ai comme fait mon vrai premier plan d'affaires, avant de me lancer, avant de m'incorporer. Puis là, j'appelle Yuri, je dis, écoute, on a travaillé sur X, Y, Z, là, pas seulement Boisvert Performance, mais on a rénové des choses ensemble, on a tout le temps gossé ensemble, tout le temps travaillé ensemble. Je dis, je te fais 100% confiance, je t'offre tant, tu commences là, qu'est-ce que t'en dis? Puis ça s'est décidé là. Fait que là, j'avais un employé. Ça s'est décidé live là, pendant que t'es en Allemagne. Oui, mais j'aime voyager. Il t'a dit oui? Il m'a dit oui, ben on s'en est reparlé un peu, mais il y avait déjà le goût de dire oui. Il y avait un emploi, il fallait quand même qu'il fasse bien les choses, il y avait des responsabilités. Mm-hmm. Il y avait des responsabilités financières. Là, quand tu parles de... Encore une fois, je suis encore jeune, là, j'ai 29 ans. Me faire confiance, ben, c'est une question de est-ce que tu aimes les valeurs de l'entreprise, mes valeurs en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain. Puis ensuite, ben, on prend tous des risques. Ça n'existe pas un emploi sans... C'est un emploi garanti. Aucun, non. Oui. Il y a quand même des emplois qui peuvent sembler plus stables que d'autres, mais toi, tu es en train de te bâtir, justement, ta stabilité puis la stabilité de Yuri. Fait que vous êtes partis les deux inséparables ensemble. On est de retour ensemble. Puis après ça, j'ai appelé des gens avec qui j'étudiais à l'ETS. Mm-hmm. Puis là, j'en suis embarqué, ensuite, ainsi de suite. Puis on a rencontré aussi des employés qu'on ne connaissait pas. Mm-hmm. On fait du recrutement typique. Des gens que vous allez chercher qui ont un background en ingénierie industrielle? Principalement des ingénieurs mécaniques parce que j'aime leur polyvalence. Puis surtout juste des bonnes personnes à la base. Là. 70% ou 60 à 70% du travail d'un gestionnaire de projet ou d'un gestionnaire du changement, comme on aime les nommer, c'est les relations interpersonnelles. Est-ce que tu es capable de vraiment écouter la personne devant toi? Puis est-ce que tu es capable d'y amener l'idée ou l'amener l'idée à tout le monde? De façon positive. Puis quand les entreprises approchent Texion, est-ce qu'à la base... On dirait que je me questionne. Je sais qu'on a beaucoup d'entreprises bienveillantes qui s'en font pour les gens, mais à la base, est-ce qu'on t'appelle plus pour la profitabilité, puis après ça, l'être humain entre dans l'équation? C'est quoi, tu dirais, le pourcentage des gens qui t'appellent plus pour la profitabilité versus pour peut-être la rétention ou... Oui. Ben justement, on fait une formation, là, si jamais il y a des webinaires qu'on offre sur l'industrie 5.0 pour justement... Ben, on en a offert un à la CCITB. Puis justement, le but, c'est de remettre l'humain au centre de ta décision, de tes opérations, puis ainsi de suite. Fait que justement, on est comme un peu un porte-parole unofficiel de ça. Donc, on pousse vraiment pour l'industrie 5.0. Donc, l'industrie 4.0, c'est d'avoir une transformation numérique, l'automatisation, de récupérer des données de production pour savoir où est-ce que tu dois investir. Puis, justement, quand tu fais des tests itératifs, tu dis, OK, mesurer, finalement. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on a atteint plus de productivité ou on s'en va dans un champ gauche, tu sais? Fait que se mesurer maintenant, à mettre les outils pour se mesurer de façon perpétuelle, puis ensuite prioriser puis essayer les choses. Mais tout ça, ça se fait bien technique. Là. On peut faire un plan puis dire, écoute, c'est ça que tu as à suivre. Puis c'est ça que nos compétiteurs ils font puis ils le font bien. Sauf que nous, on veut vraiment être le driver du changement. Tu sais, je parlais avec un client là, qu'on vient de signer hier. Il dit, ça fait 3 ans parce que j'ai fait plusieurs visites d'usine, puis à la dernière, j'ai fait une visite, puis j'ai dit, ça, je changerais ça. Tu sais, comme tu me demandais, est-ce que j'ai... Des fois, je me donne le droit parce qu'il y a une certaine preuve de, justement, ça fait depuis que je suis né que je suis dans les usines. Fait que je vois des affaires simples. Ça fonctionne. Il dit, ça fait 3 ans qu'on parle d'un des projets que j'ai nommé, mais ça fait 3 ans qu'on n'a pas le temps. Fait que je vous donne le temps. Puis oui, ça coûte plus cher à l'heure que si tu t'embauches, mais tu le cherches pas pendant 3 mois. Tu le formes pas pendant 3 mois. Tu l'accompagnes. Up and running, là. Oui, mais on a vraiment des processus puis des gens en place que c'est leur expertise, c'est de rentrer puis d'amener tout de suite de la valeur. Puis c'est comme ça qu'on les note, on les juge. On a une rencontre hebdomadaire avec nos employés, puis c'est les bons coups. C'est pas pour toi, c'est pas pour Texion, c'est pour le client. Qu'est-ce qu'on lui a amené de valeur de plus? C'est quoi qui l'a surpris positivement cette semaine? Wow. Puis là, vous êtes rendu combien dans l'équipe? Là, on est 8. OK. Puis vous êtes dispersés un petit peu partout ou vous êtes certains dans la même boîte? Vous êtes embauchés par plusieurs entreprises différentes? Oui, on est embauchés par plusieurs entreprises différentes. Rive-Sud, Montréal, Laurentides, Rive-Nord. On veut couvrir le Québec au complet, mais on commence par le Grand Montréal. Puis aussi, tu sais, veux pas, plus tu vas loin d'un centre urbain, moins il y a
de compétiteurs ou d'entreprises de services, ben moins les gens sont bien servis ou bien desservis, je devrais dire. Ben justement, il y a des belles opportunités de leur amener de la valeur à ces gens-là. Fait que là, on essaye justement de... Aussi, on a une vocation quand même environnementale et sociale de genre, on veut pas que nos employés soient 2 heures le matin, 2 heures le soir dans l'auto. Donc, on grandit aussi l'équipe à ce que... Où il y a des besoins, finalement. Exact. Où on doit les déployer. Fait que justement, avoir... Tu sais, moi, c'est important, l'équilibre travail-famille. Je parle beaucoup des loisirs des employés, puis je leur donne... Je leur donne des tapes dans le dos quand, justement, ils travaillent pas juste sur... créer de la valeur chez nos clients, chez Texion, mais pour eux-mêmes. Là. J'ai une drôle de question pour toi. Ça m'intéresse parce que, dans le fond, tu prends un élément de l'équipe Texion, puis tu l'implantes dans une entreprise XY. Est-ce que c'est pour des mandats donnés en termes de temps? Oui. Vous savez qu'il est là pendant 12 mois, la personne, mettons. Oui. Comment vous faites pour que la personne qui est implantée quand même chez un nouvel employeur, qui n'est pas son employeur, mais qui devient aussi un morceau de l'équipe de cette gang-là. Ma question c'est dur à formuler, mais comment c'est quoi le processus d'intégration? Ben non, pas le processus d'intégration, mais comment ton employé à toi se sent pas un employé du manufacturier, mais demeure vraiment un employé Texion à la base, mais en même temps en s'intégrant dans l'entreprise. Je ne sais pas si tu comprends la question. Absolument. La différence entre nous et un consultant qui va passer, mettons, 2 heures par client, puis il y en a 20, ben c'est sûr qu'il ne sera jamais autant intégré dans l'équipe. Ouais. Fait que c'est des employés temporaires, un peu, qu'on pourrait dire. Là. C'est les projets sur lesquels ils vont être attribués, la compagnie dans laquelle ils vont être injectés, puis tous ces efforts-là, ça va être pour créer de la valeur, puis justement, ils sont fiers de faire que les choses avancent. Puis il y a une date de fin, là. Puis il y a une date de fin, fait que c'est excitant aussi parce que tu n'es pas pogné là. OK. Tu sais, on parlait dans le corridor, plus tu approches dans les jeunes générations, plus les gens veulent comme créer leur propre emploi. Ouais. Ils veulent pas être pris 25 ans quelque part ou 35 ans comme mon grand-père le fait. Là. Ouais. Fait que ça leur donne ce sentiment de liberté-là qui est un vrai sentiment. Nicolas est parti 1 mois aux Philippines faire de la plongée sous-marine avec sa blonde parce qu'ils veulent avoir des enfants puis ils savent que dans ça pourra plus être possible. Ben, plus difficile. Fait que Texion donne cette flexibilité-là. Fait que vous faites en sorte qu'ils se sentent intégrés dans l'entreprise dans laquelle ils sont injectés, comme tu dis, mais en même temps que le cœur reste à Texion, puis que tu parlais, vous faites des meetings hebdomadaires, vous parlez, vous demeurez une équipe. Tu sais, les éléments que tu injectes ailleurs ne se sentent pas seuls dans leur univers. Oui, bien c'est sûr que ça vient avec des défis, là, on s'entend. T'sais, cette personne-là n'est pas au bureau comme la plupart des gens à 9 à 5 avec la même équipe, à la machine à café, à la dinette. Mais là, on a pris des bureaux plus grands sur Sainte-Catherine-Est justement pour avoir un point de rassemblement. Okay. Avant, on louait une salle de conférence qu'on avait des formations d'équipe. Fait que là, les formations, à partir du 2 juillet, vont se donner au bureau. Fait qu'un point pour se rassembler. Si tu veux faire du télétravail, mais tu veux être dans l'équipe, bien, viens au bureau. Puis comme ça, c'est une question. Premièrement, moi puis tous les gens de l'équipe, on est tout le temps disponibles un pour l'autre. Fait que quand je parlais d'intelligence collective, ben c'est ça. On a un chat, on s'écrit, on s'appelle. Vous vous donnez les moyens de communiquer entre vous puis pas perdre le contact. Oui. Puis après ça, ben aux 6 semaines, on a une formation d'équipe. OK. Où est-ce que justement... Régulièrement, là. Régulièrement. Toutes les 6 semaines. Toutes les 6 semaines. Fait qu'on utilise nos expériences qu'on a faites pendant 1 mois et demi. Quand même, il se passe beaucoup de choses. Je pense que tous les employés de Texion mettent leur 110 parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas là pour longtemps. Ils ont plein d'opportunités de changer puis ils ont plein d'opportunités d'apprendre. Quand c'est pas pressant, quand tu n'as pas de date de fin, tu dis « je vais le faire la semaine prochaine ». Ben non, s'il faut le faire, on le fait tout de suite puis on le fait bien. Fait qu'on a plein de choses à se dire. Fait qu'on se rencontre, on fait une partie théorique puis ensuite, Antoine, justement, le formateur, il vient nous mettre dans une salle, puis on retravaille ou on redécouvre ou on crée des nouveaux outils parce qu'on ne veut pas être trop procédural, que ça soit comme corporatif, mais on veut donner le plus d'efficacité aux employés. Mais c'est eux qui créent eux-mêmes leur... Je suis là dans les formations, mais je les laisse un peu aller. C'est juste comme une période de brainstorming. Puis, hey, tel outil, là, pour faire un retour sur investissement, je modifierais telle affaire. On profite de l'expérience de chacun qui est vraiment variée et c'est ça, c'est différent pour, j'imagine, chaque entreprise où tu es injecté. Tu reviens avec un bagage différent, puis là, vous mettez ça en commun. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un projet où tu te dis, cette amélioration-là, ce changement-là
qu'on a contribué à implanter. Ça, là, je suis tellement fière, puis je m'en sers comme peut-être d'un exemple dans d'autres entreprises. Bien, avant de donner des exemples précis, là, j'ai plusieurs de mes clients qui m'ont vendu mon produit après qu'on soit chez eux, du type que ça fait du bien. Ça les a aidés. Ouais, l'accompagnement. Ils disent vraiment, là, c'est ça la différence de Texion versus les autres, c'est à quel point on sent que c'est important pour vous, vous être disponible, puis vous avez... On a des processus d'accompagnement. Fait qu'un peu, juste avant, tu parlais de... Un des affaires que je suis fier, c'est les outils qu'on a développés. Là. Un employé que tu rentres dans une boîte, un employé permanent, là, souvent, ça va lui prendre 3 mois, peut-être 6 mois, là, vraiment être up to speed, là, vraiment autonome. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a peut-être pas les outils que nous, on a en place, où est-ce que, justement, on rencontre les bonnes personnes au bon moment, puis on détermine vraiment c'est quoi notre priorité. Puis aussi, c'est plus facile quand tu as un scope vraiment serré pour travailler sur des projets, de justement avoir des objectifs très clairs. Mais ça, c'est souvent ça qu'on ne prend pas le temps de faire. On ne prend pas le temps de former nos nouveaux employés ou la nouvelle technologie, puis on ne prend pas le temps de les accompagner. Fait que nous, on le fait. On prend toute la charge patronale, on les forme en continu, on les accompagne en continu, puis ça se voit chez les clients. Puis des projets que je suis fier, bien justement, des projets, on a plein de projets temporaires, gestionnaire ou, mettons, coordonnateur d'amélioration continue. C'est un poste qu'il n'y avait pas chez plein de nos clients qu'on a des fois créé avant d'avoir un placement permanent qu'on peut faire aussi. Oui. Fait que créer le poste, créer les responsabilités, travailler sur des projets où est-ce qu'on est vraiment fort, puis ensuite intégrer cette nouvelle ressource-là en la formant parce qu'on est la meilleure personne pour la former, on a créé le poste. Fait que ça s'est vraiment bien passé. Puis dans ce mandat-là, bien, on a travaillé, disons, sur un projet qui, à chaque année, redonne $250,000 en profitabilité aux clients. Ça, c'est un seul projet auquel on a touché. Wow. Après, il y a plein d'autres affaires, comme justement des tableaux d'indices de performance pour sensibiliser les employés. Ou, tu sais, comme justement comparer, la semaine passée, on a été plus productif, plus profitable. Pourquoi? Tu as les chiffres pour le devant toi, tu en parles, tu prends le temps de parler à ton équipe. Un autre projet qu'on a fait, c'est justement ça. Créer un poste de coordinateur d'amélioration continue, coordonnateur. Puis, créer la méthode agile, là, de faire des Scrum meetings, mettons weekly, où est-ce que tu regardes à chaque semaine avec ton équipe quoi les vraies priorités, puis qu'est-ce qu'on va peut-être devoir tasser. Fait que là, mettons, là, on a fait vraiment simplement pour être sûr que le changement se fasse vite puis bien, c'est des post-it. J'ai mon nom sur un post-it, mais finalement, on parle avec les décideurs, puis il y a des priorités plus importantes. Fait qu'on va pas le mettre là, on va le mettre là, finalement. Ou on va le changer de couleur, ça va être rendu à Maxime. OK. Ou à peu importe Julie, tu sais. Fait que l'équipe aussi travaille plus en équipe parce que justement, ils sont appelés à peut-être changer de rôle. Ouais. Puis briser les silos. Oui. Mais tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des ingénieurs, puis la production. Fait que la production et les ingénieurs, là, on dirait qu'ils sont dans deux équipes séparées. Ils se parlent pas. Fait qu'on veut faire le pont, on est le pont. Un autre projet qu'on a travaillé, il y avait un gros compétiteur qui travaillait sur un projet depuis trop longtemps. Okay. Ça avait dépassé les coûts, dépassé le temps. Ouais. Puis on a parlé avec le client, puis il était comme, ouais, non, clairement, vous êtes la bonne compagnie pour venir redresser, être le chien de garde un peu. Puis finalement, on a été un chien assez gentil. On a fait que tout le monde s'est parlé, puis que les frustrations sont sorties de, ben là, la communication n'est pas claire avec eux. Eux, ils nous envoient pas les dessins, Fait que là, on est devenu comme le coordonnateur de toutes les decision makers puis les suppliers. Là, je dis beaucoup d'anglicisme, là, mais les fournisseurs. Les décideurs, les fournisseurs, les collaborateurs, tout le monde qui était mêlé au projet, c'est comme si ça se parlait entre eux. Fait que là, l'usine qui était l'utilisateur final de cet agrandissement-là, ben, il n'y avait pas le pouls, il ne savait pas trop. Fait qu'on a été justement l'élément qui manquait, la ressource qui manquait chez le client. Puis ben, plus rapidement que le client... plus rapidement qu'on voulait, c'est sûr que le projet était déjà dépassé, mais on a atteint l'objectif, on a formé les employés, on a pris le temps de les écouter. Puis même chose pour les collaborateurs. Vous ne pêchez pas pour les gens, vous leur apprenez vraiment à pêcher, qu'une fois que quand vous êtes plus sur le site, ben ils sont quand même autonomes puis ils ont conservé tous les outils que vous leur avez apportés. Ouais, ils ont confiance en le changement. Ça va toujours être difficile de changer, mais 50%, je pense, des projets au Québec, les gens ne sont pas prêts au changement. Ils pensent qu'ils ne sont pas prêts au changement. Tu sais, l'imposteur, là, il sort beaucoup. Les gens ne pensent pas qu'ils vont être capables d'aller chercher les connaissances ou qu'ils ne sont pas aptes d'aller se former. Fait que là, ça part de justement, c'est quoi tes peurs? Puis, c'est pas, tu sais, dans l'industrialisation avec les robots, ben, est-ce que je vais perdre ma job? Non, on va revaloriser ton poste. On va juste manquer plus d'employés pour faire ton travail. Fait que on va te montrer quelque chose de différent. Puis ça va faire que tu es indispensable à l'entreprise pour laquelle tu es depuis 10 ans, 5 ans, puis que tu es fier du produit. On va utiliser ça, puis on va le revirer mais c'est qu'on laisse un héritage de l'amélioration continue. Fait que les gens en ont peur,
mais c'est obligatoire. Là. On est tellement en retard au Canada puis au Québec. Ouais. Là. Puis quand vous partez, j'imagine que les gens sont tristes de vous voir. Ils ont hâte au prochain projet. Mais même moi, tu sais, quand je vais visiter des clients, un client justement que j'ai travaillé en tant que travailleur autonome pendant comme 1 an et plus, mais là, je vais là-bas, puis là, je suis tellement content de voir le monde. Tu sais, des fois, je vais dans des 5 à 7 qui organisent. Puis des fois, j'ai pas le temps. Des fois, j'ai du monde qui me texte « Mon maudit, t'es venu, t'as pas pris le temps. » Puis on te voit me brise le cœur parce oui. qu'il fallait que je cours, mais j'essaie vraiment d'aller serrer le plus de main possible quand je suis chez les clients. Puis ça fait toute la différence, encore une fois. Un courriel, là, tu lis mal la virgule, puis tu... Oui, tu interprètes de façon différente, tandis qu'en personne, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite à Texion? Continuer à bien faire les choses. Honnêtement, c'est le plus important. Là, c'est... Prendre le temps de prendre le temps. Absolument. Tu l'as dit. Ce qui est important, mais remplace le TANT par le temps. TEMPS. Ben, je te souhaite du temps. Je te souhaite de prendre le temps pour tout ce qui est important. Puis merci d'avoir pris justement quelques minutes pour venir nous partager ton parcours puis l'expérience de Texion aussi. Merci à toi, Véro. C'était super nice. Merci. À bientôt. À bientôt. Le balado Gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du Secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de la jeunesse pour leur soutien. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de notre production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous!